l'instant. Si vous souhaitez commander sur le site de Parabellum, donc n'hésitez pas avec le code Brushido, vous aurez le droit à 10% sur l'ensemble de votre commande et il y aura donc ces fameux 10% qui seront, je récupérerai également 10% de votre commande, ce qui soutient la chaîne, ce qui permet potentiellement d'investir dans des micros, dans des caméras. Là en ce moment je suis en train de réfléchir à un petit setup de stream pour les futurs events. Parce que ce sera très certainement mon projet pour cette saison 5 de Conquest. Également, vous les connaissez tous, MaxiRev, le code MaxiRio, ça ne marche pas sur les précommandes, mais ça vous donne accès à 2% supplémentaires, donc en plus de ce que le site vous fait automatiquement dès que vous avez un compte. Et également 1% en points qui vous permettront de générer du coup des bons pour payer encore une fois moins cher. Donc merci à Mathieu de me soutenir depuis tant d'années. I love you. Et je vous laisse avec votre vidéo. Lancez tranquillou. Eh bien, bonjour à tous, ou bonsoir, hein, évidemment. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite analyse des listes de Chios. Chios 2025, donc qui s'est terminé quand déjà, monsieur? Jeudi dernier, là. Alors les parties se sont terminées jeudi dernier, l'événement à proprement parler en fin de semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Parfait, ouais, donc ça fait une bonne semaine, hein. Donc, de toute façon, on va vous en parler, mais comme vous les avez reconnus, ce soir, on va accueillir à nouveau Jordan aka Karl Franz sur la chaîne. Salut tout le monde. Ainsi que l'éternel, lui aussi, vous avez reconnu sa voix, Corcaleus. Mesdames, messieurs, et tous les gens au milieu. Tant qu'à faire, on est gentil. On est inclusif. Exactement. Eh ben déjà, messieurs, merci d'être là avec moi ce soir pour discuter de ces listes. C'est beaucoup plus fun de le faire à plusieurs et surtout beaucoup plus pertinent. Alors donc le plan à peu près de la soirée, donc on va discuter un petit peu autour du contexte de l'événement. On vous prendra les listes une à une, dire à peu près ce qu'on en pense, et on fera une petite conclusion sur l'événement. Donc en espérant que la vidéo soit pas non plus trop longue, mais surtout qu'elle vous plaise. Alors, qui peut nous expliquer, étant donné qu'on est trois avant-gardes, ce qu'est l'événement World to Shows? Je te laisse faire, Gwendal. Je pense que tu es plus à même de... Après tout, c'est toi notre Vanguard tier 3. Ah ouais, c'est vrai, il paraît. Alors, le Road to Chaos, et à plus forte raison, l'événement qui a conclu cette longue route, est l'équivalent du championnat du monde solo de Conquest. Donc les 16 joueurs qui se retrouvent là-bas sur cette petite île charmante de Grèce sont, en théorie, les 16 meilleurs du monde et à plus forte raison les meilleurs joueurs de leur région respective. Donc au total, c'était un total de 16 joueurs qui se sont affrontés pour le titre, 4 venant des États-Unis, un du Canada, un Italien et un Espagnol, un joueur britannique, 2 Allemands et 3 Polonais, un Australien et un Singapourien. Je ne suis pas sûr que ce soit le terme exact, mais un habitant de Singapour. Dans le doute. T'as l'idée. Et oui, t'allais dire quelque chose. Non. Du tout. J'entends des voix, c'est de mieux en mieux. Formidable. Donc ces 16 joueurs sont venus avec pour objectif de faire un 4-0, d'être couronné champion du monde de l'année 2025 de Conquest, sachant que parmi ces joueurs, il y a un des joueurs polonais qui est le précédent champion du monde qui est revenu défendre son titre et qui est venu pour jouer à nouveau ces 4 parties. Donc voilà pour ce qui est du contexte de l'événement. Après, il est peut-être intéressant aussi de parler de du coup qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui est le plus intéressant d'un point de vue strictement compétitif sur Conquest. Et du coup, ça vaut peut-être la peine de rentrer un peu dans les stats et dans la discussion autour du méta. C'est ça, tout à fait. Je pense que c'est intéressant de bien préciser que on est sur les championnats
du monde. Donc tout ce qu'on va dire ce soir ne reflète pas forcément ce qu'on retrouve sur des tournois français ou des trucs comme ça. On est vraiment sur les listes les plus optimisées possibles pour aller viser le 4-0 le plus sec possible chez l'adversaire. Tout à fait. C'est clairement assez peu souvent le type de liste que vous allez retrouver en tournoi. En tout cas, en France, pour l'instant, vous allez retrouver des listes un peu débilus, hormis forcément certains événements ou certaines personnes qui souhaitent justement aller se qualifier pour ces fameux championnats du monde, parce que ça fait partie d'une saison que vous suivez tout du long. Et donc forcément, vous allez tomber sur certaines personnes qui ont envie de se qualifier, donc qui viennent avec des listes compétitives. Mais ça représente très honnêtement peut-être 2% des joueurs Conquest en France aujourd'hui, je dirais. Je ne sais pas si j'aurais dit aussi peu, mais on est me rentrant dans la case joueur compétitif de Conquest, on est clairement pas une majorité par contre, c'est clair. Je suis assez d'accord avec toi. Après, voilà, tu parles à un mec qui joue double Diplodocus et un mec qui joue 7 géants. Donc, ouais. Oui, il y a un individu qui a un budget monstre qui est un peu trop élevé dans la salle, mais on nommera personne. Je pense que sa réputation précède de toute façon. C'est pas moi. Mais du coup, qu'est-ce qui est fort actuellement à Conquest, d'après vous? Après, bon, on en a pas mal discuté sur le Discord. Qu'est-ce qui est pour vous fort et surtout pourquoi? Alors on commence. Déjà, on peut parler peut-être du style de liste. Plutôt que de cibler une faction en particulier en disant CPT, on peut dire que déjà aujourd'hui, la suractivation, oui, c'est ce qui dominait jusqu'à présent. Donc d'avoir plus de cartes que l'adversaire. Que jusqu'à peu, le tir était très fort. Et globalement, on est encore oui, assez fort. J'ai pas vu de gros changements, hormis certaines factions qui ont des mots-clés défensifs contre le tir, à part eux. Et c'est là où... Oui, pardon, excuse-moi. Et donc, globalement, sur ces types de listes, on va avoir quelques factions qui vont être prédominantes parce qu'elles répondent à toute la possibilité, donc avoir une suractivation, forte possibilité d'agression, arriver très tôt sur table, très loin, se projeter très vite, engluer l'adversaire, prendre les points et puis l'atomiser en 10 minutes top chrono. Et c'est là où, paradoxalement, on en rediscutera un petit peu en passant sur toutes les listes, mais là où on avait vu à l'international une espèce de tendance qui tendait à pousser le nombre de cartes dans les listes de plus en plus haut, il y a des listes 100K, notamment en Australie, qui commençaient à aller flirter avec les 15 cartes. Oh la vache. Alors avec des sacrifices dans la liste, inévitablement, mais quand ton adversaire autour d'eux commence à te suractiver de 7 ou 8 cartes, tu commences à réfléchir de façon beaucoup plus sérieuse. Et paradoxalement, quand on regarde le nombre de cartes dans la majorité des listes qu'on aura là, on verra qu'on a souvent des listes qui sont plutôt à 12, voire 11 ou 10 cartes. Donc on revient à une espèce de nombre de cartes qui était plus proche de ce qu'on avait il y a un peu plus d'un an maintenant. Avant que le changement à l'initiative ne soit fait, qui a complètement libéré les listes à énorme nombre de cartes qui étaient avant pénalisées au niveau du jet d'initiative et qui maintenant, aujourd'hui, n'ont plus ce problème-là. Donc c'est très surprenant d'avoir cette espèce d'énorme virage au dernier moment que moi j'avais pas du tout venir. Après, attention à prendre en compte quand même que les listes SK, techniquement, elles ont des cartes cachées qui sont les rituels. Il y a ça aussi. Oui. Qui change quand même beaucoup de choses aussi, effectivement. Et puis sinon, pour ce qui est du méta et de ce qui est fort, pas de grande surprise. Les 3 factions top méta qu'on retrouve de fait également sur le podium, mais on en discutera là aussi, c'est Sorcerer King, c'est Uroni et c'est Nords qui, malgré le fait que les 2 premiers soient quand même très clairement au-dessus du lot, tient encore la dragée haute à ces 2 armées-là. Et le reste des factions surnagent un petit peu tous ensemble.
dans un miasme où ils doivent essayer d'égaler les deux premiers, donc ça se voit d'une certaine façon sur les résultats. Oui. Et même sur la représentation. Même sur la représentation dans les faits, puisque Irony, c'est combien j'essaye de recompter justement. Irony, je crois que c'est 4 joueurs. Sorcerer King, c'est 3 joueurs, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Attends, on a fait les stats. On avait fait les chiffres. Ouais. Irony, c'est 4 joueurs, SK 3 joueurs, Wadrun 3 joueurs. Après, on est sur du Nords et Sanka 2 joueurs, OD Dwegom 1 joueur et pas de CS Espire. Ça aussi, je pense que ça vaudra la peine qu'on l'évoque. Mais donc voilà, SK Irony représente quasiment la moitié des factions sur l'événement. Il y a 2 qui sont complètement pas représentées du tout. Donc ça vaudra la peine qu'on l'évoque. Et de façon générale aussi, on peut évoquer aussi le fait que tout joueur confondu, Sorcerer King finit avec un score, c'est la bonne faction, mais tout de même, un score final donc tout joueur confondu de 9 victoires pour 3 défaites, les 3 défaites étant dues à des Ironies, et que Irony a là aussi un track record qui est assez important. Donc 7 victoires, une seule défaite. Il y a eu 4 égalités si j'ai bien compris, parce qu'il y avait eu 2 exclusions de match miroir. Donc on en conclut que la seule chose qui arrête un Irony, c'est un SK, et que la seule chose qui arrête un Irony, c'est un SK ou un autre Irony, quoi. Ouais. Donc c'est quand même très parlant, je pense, de l'état de grosses guillemets, l'ultra compétitif Conquest. Là aussi, on va en discuter avec les listes. Mais je pense que après, on a la chance quand même d'avoir. Il y a pas de trop grosses surprises, en tout cas, de ce point de vue-là. De toute façon, on peut être simple. Hein. Aujourd'hui, il y a 9 factions dans le jeu. Sur 9 factions, les 3 factions qu'on citait avant, les 3 top factions pour nous aujourd'hui sur la méta, représentent plus de 50% des joueurs de Kios. Voilà. À partir de là, Irony Nordiska, c'est 9 joueurs sur 16. Et c'est de toute façon aujourd'hui, on est quasiment tous d'accord sur le sujet, que c'est les top 3 factions méta pure. Après, on a aussi la chance d'avoir un jeu assez sain, dans le sens où certes ces 3 factions fortes, oui, mais il y a aussi 3 joueurs très très forts à la tête des armes. Bien sûr. Tout à fait. Non mais comme on disait, là on parle vraiment de l'ultra compétitif, donc on considère que les joueurs qui sont à ce niveau-là sont tous à peu près équivalents, même si c'est faux, hein, on sait très bien qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que d'autres même à ce niveau-là, mais globalement on est sur du ultra compétitif, donc là c'est plus le niveau de l'armée qui va aller jouer plus que le niveau de joueur, quoi. Tout à fait. Il y a aussi la question de la composition de liste. On en reparlera un petit peu au fur et à mesure qu'on abordera la liste, mais il y a clairement des listes qui se permettent des excentricités qui leur coûtent sans doute. Là où certains vont vers vraiment quelque chose de scolaire, d'académique, et qui en tirent inévitablement une force de la composition de liste, quoi. Mais à ce moment-là, peut-être qu'on peut commencer à parler des listes, du coup. Alors du coup, on fait ça dans l'ordre numéroté des listes par Parabellum, ou est-ce qu'on fait ça dans l'ordre du podium? Alors moi j'ai les listes dans le sens Parabellum, donc après... on va peut-être aborder ça dans le sens Parabellum alors. Donc, la première liste, c'est celle d'un des représentants américains les plus connus, hein, Karl Swanson. Très très gros joueur américain, probablement un des meilleurs joueurs du monde. Lui venait en Irony avec une liste une liste à 10 cartes de fait, avec une Kitsune Bakasu en Warlord, dans un régiment modulaire de 4 Origami Warriors et un Kappa, accompagné d'un autre régiment, il y a 2 autres régiments de 2 Tengu Bushi, une araignée. L'araignée, ça c'est la grosse surprise des listes Irony de ce championnat du monde, sans régiment, puisqu'elle n'est pas obligée d'en avoir. Un Uyabun avec la maîtrise du Trial of Akariishi, un régiment modulaire de 3 Kami, un Origami et un Oni, et 2 régiments de Tengu,
par deux. Pas deux, mais de la version de tir des Pew. Et la première surprise, évidemment, c'est cette fichue araignée qui est dans toutes les listes, sans exception. Après, tu te rappelles, on en parlait. Alors qui nous a surpris au départ, mais quand on y réfléchit Ouais. un peu, bah voilà, en fait, elle est extraordinaire. Et puis il y a une autre chose qu'on a oublié la dernière fois quand on en parlait tous les deux, par rapport aux autres monstres personnages de toutes les autres factions, en dehors de la Fallen, parce que la Fallen c'est vraiment un style de jeu particulier, l'araignée c'est le seul monstre qui n'a pas besoin d'un régiment dans son régiment, parce que si on prend les autres monstres caractères des autres factions, le Seydr et puis l'Oracle, il faut au minimum rajouter un géant derrière. Oui, t'as une taxe. Tout à fait. Donc on n'est plus sur un perso à 240 points ou 260 points, on est sur un perso qui va déjà valoir 500 points. Là où la Mao Tse, qui est complètement individuelle, c'est 300 points, elle amène son package, et puis c'est basta. Et puis le package est pas dégueulasse. Et c'est un très 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 bon package, c'est un package qui bouge bien, c'est un package qui tape bien, c'est un package qui tank très bien. Il amène l'interférence qui est ô combien importante pour Yoroni pour survivre dans un environnement saturé par les Sorcerer King. Et elle apporte mine de rien quelque chose d'extrêmement simple mais efficace, qui est un double cast par tour, puisque la Mao Tse peut faire une action additionnelle gratuite de lancement de sort, et qu'elle a accès bêtement à bonjour je soigne de 4 et bonjour je donne plus 1 en défense, dans un univers où les Kami existent à 7 points de vie, et qu'ils ont accès à tenace 1 et plus en évasion nativement. Voilà, que dire de plus? Oui, et puis elle est médium. Et qu'elle est médium. Et que ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Donc elle rentre potentiellement dès le tour 2. Donc inutile de dire que voilà, c'est un très très bon package. Karl finit en 3-1, n'ayant été arrêté que par l'un des joueurs polonais, donc le joueur polonais Yoroni, Kamil. C'est la seule défaite qu'il a avec ses Yoroni à lui. Il finit 3e. Et il est globalement une liste très solide, hein, mais qui est pilotée là aussi par quelqu'un qui a une expérience du jeu qui est énorme. Karl, c'est un très très gros joueur, et inévitablement, même avec une liste un peu surprenante dans la mesure où 10 cartes, c'est vrai que c'est pas du tout ce dont on a d'habitude. Bon, pas trop de grosses surprises quant à son résultat. Là où c'est plus surprenant, ce sont les deux prochains représentants des États-Unis, Andrew et Peter, qui jouaient tous les deux son royaume, tous les deux avec une liste extrêmement similaire. La seule différence étant le positionnement de la maîtrise Art of War dans la liste, et surtout une liste féodale ordre, quasi essentiellement composée de canassons. Et qu'on n'avait jamais vu. Pour le coup, personne n'avait jamais vu pour le coup. Pour le coup, parce qu'on a quand même la chance d'avoir un des meilleurs 100K en France en la personne de Kylian, et même lui, qui aime bien faire des listes, des fois un peu imaginées, n'avait pas pensé à cette liste. Donc on va parler des deux listes en même temps, puisqu'elles sont c'est des copies patins, c'est quasiment c'est les mêmes listes à peu de choses près. Donc des listes à 11 cartes plus Art of War, qui permet pour rappel de passer à une activation. Donc, globalement 12 cartes. Donc globalement 12 cartes, tout est pour tout. On a un Mountain Numberlord en seigneur de guerre, un allié dynastique en la personne d'un Priory Commander de Crimson Tower, pour vous donner un peu le ton de la liste, une doublette de chevaliers, des hommes d'armes par 3 en unité minimale, des Mounted Squires, là aussi en unité minimale, et ensuite on a donc dans chacune des deux listes 2 Priory Commander Crimson Tower, avec une unité, sans surprise, de Crimson Tower. Très surprenant de voir l'Order of the Crimson Tower, parce que c'est une unité qui habituellement est assez boudée, pour la simple et bonne raison que c'est une cavalerie de choc. Et ensuite, dans l'une des deux warbands, 3 Seal Temple, et dans l'autre, 5 Seal Temple. Gros blocos en mouvement. Et c'est quelque chose que j'avais évoqué à l'écrit sur le Discord, et je le redis ici.
À mon avis, l'objectif de ces listes-là était, dans la mesure du possible, pour les deux joueurs Sanka, d'essayer de répliquer ce que Yoroni et SK font aujourd'hui, c'est-à-dire appliquer une force importante à longue distance, avec des conditions préalables les plus restreintes possibles, dans la mesure où, par exemple, pour le Priory Commander dans les 5 Seal Temple, l'objectif est d'aller saturer très fort et d'essayer de sortir un pack de Kami, Yoroni, Très vite. typiquement, par tour, le plus vite possible, dans la mesure où si le pack ne sort pas en une fois, il va pas s'en aller. Le régiment de Kami, pour rappel, ça va être 7 PV par stand, il y en a 3 ou 4 dans le régiment, plus l'Origami Warrior qui ne compte pas pour ce qui est d'être broken. Ils sont soignés, ils ont plusieurs en défense, ils ont du tenace, c'est un énorme mur à passer. Et l'objectif, à mon avis, de ces listes-là, c'était d'essayer de passer ces gros bunkers de Kami par la force brute, ni plus ni moins. C'est purement de l'application de stats pour le coup. Et quand on regarde leurs stats, bah tous les deux en 2-2. Il y en a un des deux qui a pris une victoire à des Yoroni, si je ne dis pas de bêtises. Et un qui a pris une défaite contre Yoroni. Et un qui a pris une défaite contre Yoroni, puisque donc Peter a été le seul à prendre une victoire contre Yoroni avec ses 100 royaumes. Et ensuite, il a rencontré un autre match Yoroni et un match SK, tous deux perdus. Et le deuxième joueur sans royaume, donc Andrew, lui, a affronté... non, alors attendez, excusez-moi, je me trompe de match-up. Mais en tout cas, sur les 100K, voilà. La tech anti-Yoroni aura pas forcément bien fonctionné. Sur d'autres matchs, elle a bien fonctionné, notamment contre D, contre Wadrun. Et là aussi, on discutera des listes. Quoi qu'il en soit, alors agréablement surpris quelque part d'une liste aussi différente, qui montre bien que presque pour ainsi dire tout est jouable en 100 royaumes. Faire un 2-2 avec une liste un peu sortie de derrière les fagots comme ça, c'est quand même pas si ridicule que ça, surtout compte tenu de l'environnement dans lequel ils se trouvaient. Exactement. Bah, ça, c'est bravo à eux, quoi. Les mecs, ils ont tenté un truc. Pas si mal, quoi. Ils ont tenté un truc, ils finissent en 2-2. Faut quand même s'imaginer que gagner 2 victoires au championnat du monde, c'est pas comme gagner 2 victoires sur le championnat, enfin sur le petit tournoi du coin, quoi. On parle quand même des meilleurs joueurs du monde. Hein. Après, il y en a certains, on le verra, qui sont arrivés avec des listes qui étaient quand même très originales. Oui, il y a des très listes exotiques. un peu exotiques. Alors il y en a un comme ça qui est le dernier représentant, l'avant-dernier représentant américain qui a décidé qu'il allait vouloir se faire du mal, puisqu'il s'agit de Brian Weber, qui est venu en Dwigum, ce qui relève déjà d'un acte courageux ou suicidaire, selon la perspective que vous décidez d'adopter. Force à lui. Il a posé ses balls. Ah ouais, littéralement, ouais. D'autant plus qu'il vient avec une liste Steel Shaper Warlord. Donc qui, pour rappel, fait qu'à chaque fois que vous dépensez un marqueur de pouvoir élémentaire, vous êtes soigné d'un point de vie. Et le fait est que venir avec une liste qui joue 2 Fireforged, 2 balistes, des Steelforged, double Flame Berserker, un Kirawig, et le Lost Ancestor et 2 unités donc de Lost, donc la version corps à corps des nouvelles unités de Dwigum, des nouvelles brutes de Dwigum pour être tout à fait précis. Il finit en 1-3 si je ne dis pas de bêtises. 1-3 ou 2 ? En 1-3, t'as raison. Il finit en 1-3, ouais, c'est ça. Non, il finit en 2-2, non, c'est bien ça. Je ne m'étais pas trompé. Ah oui, non, c'est ça. Il finit en 2-2. Mine de rien, quand tu vois avec quoi il arrive et contre quoi il a pu jouer, belle performance. Que dire de plus si ce n'est que, a priori, la liste c'est utiliser tes unités de corps à corps et tes Flame Berserker pour faire des écrans, tirer, et puis avancer avec tes Lost pour ensuite nettoyer. Les Lost restant quand même une belle usine à parpaing. Bravo à lui pour un 2-2 quand même, qui... Je
Ah bah, un 2-2, en 2 gomme. Dans la méta actuelle, c'est Ouais. bon. C'est musclé, c'est musclé. Je pense que personne n'attend le rework autant que lui. Ouais, très certainement. Et puis enfin, bah donc dernier représentant américain, enfin des États-Unis en tout cas, avec Kyle Stansikas, donc qui est le premier joueur Sorcerer King qu'on croise. On va pas forcément rentrer dans le détail de toutes les Sorcerer King parce que elles se ressemblent quand même beaucoup. Des Flamecasters, des Flamecasters, des Sworddancers, des Sworddancers, des Golds et des Golds. Voilà, donc on en discutera un petit peu, mais il semblerait qu'il y ait une espèce de ratio doré du nombre de Flamecasters et de Sworddancers et de Gold dans ta liste qui t'amène à la victoire. Visiblement, ce ratio c'est 3-3-3, parce que c'est celle du champion du monde. Donc Kyle, lui, par rapport à ce ratio doré, il joue 5 unités de Flamecaster, donc la version de tir des Efrites Sorcerer King, 2 unités de Sworddancers, 4 de Gold, tout le monde en feu, à bon entendeur, avec un Maharaja Warlord en cours de l'air, cours du feu, avec un objet qui lui donne un marqueur supplémentaire sur ses rituels lorsqu'il lance un sort avec succès, et ensuite un rage transformé en brut grâce à Bound to the Elements, un Prism Kanjar, et une sorcière de la cour de l'air pour aller récupérer notamment, je pense, des +2 en mouvement, ou des reformations gratuites. Et il n'y a pas grand... Alors, on va pas forcément pouvoir dire grand chose sur les cours, enfin sur les listes SK, parce qu'elles sont toutes court-feu, elles se ressemblent toutes énormément, et elles font toutes la même chose, elles abusent de... Alors, à juste titre. Moi, je vais dire juste un truc, je vais faire un appel à Parabellum. Si Parabellum ne nerf pas les SK à la prochaine mage, promis, je fais toute mon année en jouant que ma liste 7 géants. Vous êtes prévenus. Le public se met à prier que Parabellum ne nerf LSK alors. Sinon nous allons avoir droit à un grand terrassement. Mais bah voilà, hein, que dire si ce n'est que bah voilà, les Sworddancers qui commencent à faire des marches charge clash avec des bonus de mouvement font des charges automatiques à trop loin. C'est que dire. Des charges automatiques à 18, enfin 17 pour être tout à fait exact. Charge automatique à 17, puis 19 attaques Clash 3 Relentless Blow, enfin Clash 4 Relentless Blow de fait. Des Flamecasters qui font des quantités de tirs absolument ridicules qui feraient passer le Tesla Necron pour une vaste blague. Et qui font le tout en déroulant leur jeu sans réelle opposition, dans la mesure où si le joueur SK se positionne correctement, il est pour ainsi dire quasiment impossible de l'empêcher de dérouler son jeu. Une fois que le château fort est en place et que ils ont décidé de mettre des chenilles de tigre dessus, et bonne chance. Et pourtant le fait est que Kyle, donc à l'instar de la majorité de ses camarades américains, finit en 2-2. Donc comme quoi il n'avait pas le bon ratio de Flamecasters sur Dancers Goal. Mais une liste comme ça, jouée par un joueur compétent, c'est extrêmement difficile à approcher dans la mesure où Sorcerer King en cours du feu développe une quantité de touches extravagante, le fait de façon extrêmement fiable et surtout, comme on le disait tout à l'heure, le fait depuis une très longue distance. Les Flamecasters, s'ils ont décidé de vraiment venir vous titiller depuis la distance maximale possible, y a une petite sorcière qui passe par là qui leur lance un +2 en mouvement sur leur première action de marche. Hop là, ils sont activés avec une triple activation. Ils font 8, ils tirent à 14, ils le font avec tous les bons bonus qui vont bien. Donc leur rapide volée se déclenchera sur du 1 et sur du 2. Et à partir de là, en fait, vous venez de vous faire canarder à 22 en fait. Là où moi vous venez de prendre énormément de touches. Ouais, là où j'étais étonné, étonné, sans être étonné, là où j'étais déçu, c'est que personne n'a voulu ramener un Bakasura. Je pense que les joueurs se sont dit, je fais le calcul, je réfléchis, et au lieu de jouer un Bakasura, en fait, pourquoi je joue pas plus de Flamecaster? Ah oui, non, mais c'est sûr. Sworddancers. Et c'est je pense, la réflexion implacable à niveau
ultra compétitif comme là que se font les joueurs SK. Mais c'est là que c'est marrant parce que quand on voit le profil de ce monstre avec la possibilité de charger, je sais plus à combien on avait calculé, mais c'est pas une charge auto à 21 quasiment, un truc comme ça. Je crois que c'est une charge auto à 22. Avec le Juggernaut, la triple activation, etc. Tout à fait. Il faut se dire quand même que cette unité-là, dans n'importe quelle autre faction, on la joue presque en double. À titre d'info, tu vois, tu parlais de 21, je pense qu'effectivement c'est 21 puisque tu as le mouvement à 7 plus 2 avec un sort de la cour de l'air, donc tu fais 9, tu charges auto à ton mouvement plus 5, donc 12, 21, et ensuite tu clashes. C'est ça. Mais les Efrites font la même chose, mais pour 80 points de moins, et ils le font ils chargent avec bonus de plus 2 à la marche sur leur première action, ils ne chargent que à 20 pas. Oh mon dieu, quelle horreur. C'est un pack qui change toute la game. Ouais, mais je pense que les mecs ils sont suffisamment doués et suffisamment bons à ce niveau-là pour que ce soit pas un pack qui change la partie. Non, c'est sûr. Non, mais je dis ça, c'était vraiment pour souligner le fait que, bah voilà, on a vu que trois unités, et on a fait les stats, hein. Oui, c'est ça. Il y a 3 unités en SK. Chez les SK, aujourd'hui, vous avez 15 entrées dans la gamme, comptant les persos. Vous en avez 11 unités différentes qui sont sorties, hein. Et ben, sur les 11, vous en avez que 3 de représentés à Kios. 3 sur 11. Tout va bien. Voilà. Faites de cette information, chers auditeurs, chers spectateurs, ce que bon vous semblera. Préparez-vous à la nuit de 7 géants. C'est alors non, parce que ça, il y a que certaines personnes qui peuvent se le permettre. Mais puisqu'on parle de géants, on va pouvoir parler de la liste du premier joueur Nord dans le classement et sur le podium, qui est la liste du Canadien, donc Monsieur Massimo Petrelli, qui joue une liste Nords qui finit en 3 victoires, une égalité, 0 défaite, ce qui lui permet d'être sur le podium, puisque une égalité donne plus de points de victoire, enfin plus de points de tournoi chez Parabellum qu'une défaite, et avec un nom de liste particulièrement imagé, que je prononcerai de façon très française pour l'effet humoristique, Sweetie Sweetie, I'm coming for that hog Oufi. Donc une liste nord-américaine, assez standard, ce que les Américains ont tendance à appeler le Horns of the Bull. Une liste à double blooded, avec des trolls, des stalkers, des cochons, des fenres, un peu en pagaille. Les stalkers s'avancent, canardent un petit peu les régiments ennemis, l'adversaire s'approche, veut punir les stalkers, se retrouve à se faire prendre de flanc par des cochons, par des fenres, par les autres stalkers, par des trolls. Et le tout est soutenu évidemment donc par un chaman warlord qui donne plus en évasion à toute l'armée. Non, Volva. Non, sur la liste de Massimo, c'est un chaman qui est warlord. Il joue pas de Volva. Ah, j'ai souvenir de la Volva. Ah non, c'est l'autre liste. Oui, t'as raison, c'est l'autre liste. C'est l'autre liste de Team, qui est l'autre joueur Nord. Donc en l'occurrence un chaman avec le Figurehead of the Nagelfar, qui est la relique qui donne tenace 3 contre le tir. Ouais, voilà, c'est tenace 3 contre le tir, le Figurehead. Dans 3 raiders, avec un capitaine et un Siotnar, inévitablement là pour chasser de la brute et du monstre. Ça tombe bien, c'est le bon moment. Et la seule légalité qu'il subit, c'est contre le joueur polonais Ironi. Donc chapeau, hein, parce que quand même se hisser sur le podium à la force de ces petits bras de Nords dans un environnement saturé de boules de feu et de types qui font du shamisen en récitant des pages de Naruto, c'est pas évident. Alors après, je suis pas forcément étonné, comme j'avais dit, un Nords pour moi c'est clairement dans le top 3 des factions actuelles. On n'a pas forcément ce qu'il faut pour atomiser une liste, par contre on a largement ce qu'il faut pour tenir en respect une liste. Parce que le pack du Bloody Troll,
c'est quand même assez costaud à déloger, hein. Ça reste de la Regen 6 le troll, donc c'est soit tu le one shot, soit il va rester là et ça va être l'épine dans le pied. Les stalkers, bah, ça va te faire chier. Les goltres, si tu t'en méfies pas, hein, Cyril, on sait ce que c'est que 17 goltres sur table, hein. Oui. On sait bien. Le pack de Fen est là pour aller choper des objectifs et faire chier son monde. Le chaman, bah Shaman Raider, à part Volva Raider, il n'y a rien de mieux. Et puis le Sea Jotnar qui est dans la méta actuelle, de toute façon le Jotnar le plus rentable parce que bah, Fion Hunter. Donc bonjour les Yoroni et les Efrites. Je viens vous découper tranquillement, quoi. C'est-à-dire que 13 pains, Clash 3 relançable avec Cliff 2 et Terrifying 1, ça se pose là, quoi. C'est ça. Donc non, je suis pas du tout étonné du résultat du Nantes. C'est clairement la liste, les deux listes Nantes, c'était clairement la plus forte sur le papier. Oui. En plus, c'est clairement l'un des meilleurs joueurs Nantes au monde, hein, Massimo. Massimo, oui, sans doute, oui. On va pas se le cacher. Il fait largement partie des meilleurs joueurs Nantes. Bah voilà, sa liste, elle est... Tout à fait. Elle est moche parce qu'il n'y a pas assez de Jotnar. En dessous de 5 Jotnar, c'est pas assez, mais... Malheureusement... il y a des cochons. Tout... Il y a des cochons. Il y a 9 cochons, mine de rien. C'est pas si mal. On est loin du nombre prérequis là aussi, qui est de 15 cochons, si je ne dis pas de bêtises. Jordan, corrige-moi si je me trompe. Mais bon. Voilà. Hein, Non, après, voilà. Par contre, on est quand même... Enfin, c'est là où moi je suis toujours un peu déçu. C'est que bah on reste sur les unités Nord, ce que je trouve qui mérite des changements, parce qu'elle dirige trop la création de listes. Typiquement, le chaman et la Volva avec la suprématie sont aujourd'hui quasiment un impératif. Le raider, on le voit partout, parce que bah un léger qui contrôle pour 140 points avec Fleury et Tenace, ça existe nulle part d'autre. C'est juste voilà. Et pourtant, il n'y a qu'un seul régiment dans cette liste-là. Ah oui. Ouais, mais regarde, c'est celui qui suffit. Parce que tu fais rentrer ton chaman pour pas cher. T'as un pack qui est quand même tenace 3 contre le tir, qui tient les objectifs dès le tour 2. Enfin, qui est fleuri. Et donc, si t'as un truc qui veut venir le chercher, bah, le truc, il a intérêt à faire gaffe. Parce que bah, quand t'as 13 attaques de raider fleuri, ça peut vite faire des blagues. Tout à fait. Voilà, ça reste des unités. Enfin, on retrouve les unités. Là où j'étais étonné, c'était les Stalkers. Les Stalkers, je suis pas grand fan. Maintenant, bon, ils ont quand même pris des sacrés ups ces derniers temps et il reste largement des super unités sur le terrain. Donc, en tout cas, GG à lui. Je suis content de voir les Nords en haut. Ça prouve et ça va dans ce que je dis que pour moi, c'est une des unités qui mérite. Enfin, c'est une des armées où on mérite de prendre quelques nerfs sur certaines unités. Si on veut être fair play par rapport à d'autres armées. Mais bon, on n'est pas encore au niveau des gros top 2 des factions. Pour juste clôturer sur la question des Stalkers et des Nords, je trouve quand même que Nords, c'est vraiment, en termes d'équilibre interne, en tout cas, je pense que c'est une des factions qui est vraiment est à l'un des meilleurs niveaux d'équilibre interne dans l'ensemble du jeu, je trouve. Il y a quand même vraiment pas grand chose où je me dis punaise, c'est vraiment injouable comme unité en Nords, quoi. Ah bah de toute façon, Nords fait partie des armées. Quand on regarde le truc, il y a 56% de représentation des entrées. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des entrées. Je compte pas les persos là, je parle juste des. Si je prends en compte les persos, je suis à 60%. Si je prends en compte que les régiments, je suis à 56%. Donc sur 2 listes, ça, c'est pas mal. Ça prouve quand même qu'il y a une bonne. Il y a une bonne variété, quoi. Il y a une bonne variété. Et puis bah pour ce qui est des Stalkers, bah mine de rien, bah c'est des lights, ils sont évasion 2, ce qui est extrêmement prisé dans le méta, enfin dans le méta actuellement. Et puis pas pour 130 points, c'est un régiment qui va faire 13 à son entrée sur la table avec son porte-bannière. Ils tirent à 16, ils sont opportunistes, ils font 4 tirs par stand. Ah oui, non, c'est clair. C'est même s'ils font un reform tir, mine de rien, bah voilà, bah c'est 13 tirs de côté, à 2 relançables, ça fait une saturation que je pense être tout à fait décente et tout à fait acceptable vis-à-vis d'un coup en point qui a 130. C'est des mainstays, ils débloquent les cochons, de fait, pour le Blooded.
voilà, hein, que dire, hein. Et puis ils font un très bon régiment qui va venir se mettre sur le côté, qui va venir te jeter des cailloux quand t'es coincé dans les trolls que tu as tué absolument 40 fois parce que c'est juste le 4e tour où ils se régènent de 6 et qu'ils se font soigner, et que tu commences à sérieusement perdre tes cheveux. Ouais. Et bah voilà, hein, ils sont. Non, je suis pas tout à fait, je suis pas vraiment surpris des stalkers. Pour le coup, je trouve que la liste de Massimo a rien d'excentrique comparé à son homologue allemand, qui est l'autre représentant nord de cette année, dont on discutera tout à l'heure. Mais il y a, voilà, moi je trouve que la liste est tout à fait, enfin, elle est très bonne, même sur le papier, quoi. Et en plus de ça, bah voilà, bah Massimo, c'est un excellent joueur. On continue de fait avec la liste de Emanuele Lavilla, mon italien est un peu rouillé, connu sous le pseudonyme de King of Nothing, qui est lui aussi venu en Sorcerer King. Alors lui, par rapport au ratio doré, il se situe à 3 Efrit Sword Dancers, 3 unités de Gold et 4 Efrit de tiers. Il y en avait un trop. C'était l'unité de Flamecasters de trop. Alors on évoquera pourquoi 3 unités de Flamecasters tout à l'heure sur la liste du champion du monde. Pas d'excentricité particulière, hein, le Prison Kanjar Bound to the Elements sur le rage, un 2e rage plutôt qu'une sorcière. Donc dans ces qui du coup part dans des goals, avec un Maharaja là aussi qui se permet une petite excentricité du Vizier of the Morning Star, qui est une maîtrise de Sorcerer King qui fait que tous les régiments de la même cour que le personnage, en l'occurrence le Maharaja, et surtout de la cour du feu, se rallient au début du tour et perdent le statut broken. Donc c'est sympa quand tu te mets à faire tu te mets à soigner des unités de toutes tes unités feu de 4 au début du tour, à tout hasard. Donc bah pas grand chose à dire si ce n'est que Sorcerer King, liste classique feu. Emanuele termine en 4e position avec un 3-1. Il passe à très très peu du podium. Et que dire, comment? Il passe à une égale, du coup. Il y passe à une égalité de fait. Mais c'est dommage pour lui parce que la 4e place c'est vraiment la place ingrate. Oui. T'es 5e, 6e, c'est bon bah ok, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Mais 4e place, passer à pas grand chose du podium, c'est vraiment dommage pour lui. Et puis bah après, bah encore une fois, on se pointe pas à Kios en faisant un 3-1 sans avoir une certaine dose de talent. Oui, vu le nombre de points qu'il avait sur la saison, bon, il a. Alors, ne rentrons pas dans les détails sinon on va énerver Quentin. Non, j'ai décidé d'être le plus objectif possible ce soir, donc je ne discute. Oui, en off à limite, mais le fait est quand même que pour juste rebondir sur cette petite boutade là, quoi qu'il en soit, donc Emanuele a quand même fait le déplacement, notamment en Slovaquie, si je ne dis pas de bêtises, pour aller participer à un journoi de 32, un tournoi, excusez-moi, de 32 joueurs. Et il finit premier sur 32 joueurs, ce qui lui rapporte une importante quantité de points, quasiment 50 points d'un coup. De mémoire, il avait fait 50 ou 56 ou 57 points d'un coup, je crois, ce qui lui a valu d'être l'un des 2 qualifiés de la région G. Donc le premier qualifié même de fait. Et le second qualifié, donc c'est le premier Wadron qu'on croise dans nos listes, Carlos Seco, qui est donc notre second représentant de la région G, puisque pour rappel, nos voisins espagnols et italiens sont dans la même région que nous. Liste extrêmement exotique, puisqu'on commence avec un Thunder Chieftain Warlord, le 3 double Thunder Rider, Bloody Tontor, Winglord Predator, double Raptor Rider, double Apex Predator. Le mec est venu pour jouer des dinosaures. Et franchement, respect. C'est clairement ça. Hein. Pour le coup, les Wadroons sont venus, alors pas pour faire de la contemplation, mais pour moi, c'est pas les listes les plus compétitives en Wadroon actuellement. Non, du tout. clairement Du tout.
Mais en effet, il s'est fait plaisir et je suis content, mine de rien, de savoir que son tontor soit arrivé en bon état. Oui. Et c'est peut-être ça le plus important finalement de Franchement. toute de ces 2 journées. Parce que si, il y a quand même un Winged Predator dans le tas aussi, donc En plus, oui. franchement, big respect à Carlos. Mais oui, en effet, hein, sa liste, elle est, comme tu l'as dit, totalement exotique. Alors, c'est une liste à 10 cartes, ce qui, compte tenu du reste des listes, n'est pas forcément le truc le plus excentrique qu'on ait à dire sur la liste, mais 5 lourds, 2 Apex, un Tontor, 2 Thunder Rider. Alors, ok, les Thunder Rider rentrent avec flank grâce à la présence du Thunder Chieftain. Mais même comme ça veut dire que sa liste ne joue réellement qu'à partir du tour 4 ou 5, Voire 5. et encore. Parce que sur le papier, c'est vrai que 2 Apex pour aller massacrer du Sorcerer King, du Yoroni, c'est vrai que sur le papier, c'est alléchant. Mais bon bah voilà, Carlos finit en 1-3. Et c'est pas, je pense pas que ce soit complètement surprenant, malheureusement. Non. Après, le Thunder Rider gagne plus 1 en mouvement, c'est pas la même unité. Oui, mais il gagne plus 1 en mouvement, je pense que le Thunder Rider n'est plus 1. Oui, je suis parce que des Thunder Raiders qui commencent à faire 19 pour faire une charge automatique, je pense que ça n'est pas bon. Il y a des factions dans lesquelles ça se voit, hein. Oui, mais les 2 factions en question, c'est Sorcerer King et Yoroni, et je pense qu'il y a des choses qui doivent être faites de toute façon sur ces 2 factions. On n'est pas ça non plus. Non. Alors, moi, ce que je veux rajouter sur les Wadrun, c'est que c'est la faction, en dehors d'Irony, mais Irony, c'est un peu spécifique parce qu'il y a beaucoup moins d'entrées, mais c'est la faction qui a eu le plus de représentation de figurines. On est à 70% des entrées qu'on a vues à Kios. Tout à fait. Ce qui est énorme. Oui. Surtout sur une faction comme Wadrun qui a, j'ai les stats sous les yeux, qui a 25 entrées dans le builder qui sont sorties. Oui, perso compris. Donc sur 25 entrées, il y a 70% des entrées qu'on a vues à Kios. Qui est quand même vraiment pas mal. Ouais, ça prouve quand même un équilibrage interne, je pense, à ce niveau, qui est très bon. Oui, qui est très très bon. Après, on peut le voir là sur sa liste, il n'y a pas d'objets. Les objets en Wadrun, ça pue le caca. Oh, tu as quand même oui, bon, il y a résilience sur le Thunder. Bon. Parce que résilience, c'est mine de rien donner Arden 1 au Thunder Rider. Bon, effectivement, c'est vrai que compte tenu du reste de la liste, c'est un peu. C'est un peu effectivement. Honnêtement, il est venu, il s'est fait plaisir, je pense. Oui, je pense que c'est surtout ça, je pense. Avec ses dinosaures. Ouais. Et il y a des chances, je pense. Et du coup, mais est-ce que c'est pas le principal? Mais complètement. Oui, finalement, oui. Bah, tu joues des gros dinos sur une plage en buvant des cocktails et en t'amusant. Contre les meilleurs joueurs du monde. Oui, en plus. Voilà. Franchement. Benga. Perso, moi je signe. Moi, je dis le mec quand même. Il était venu pour profiter au maximum de sa petite semaine de vacances sur les côtes de la mer Égée quand même. Hein. Il s'est mis bien. Et en plus, il a fait du compressé. Voilà. Ah, ça après, c'est des questions idéologiques. On ne rentrera pas là-dedans. Ah, bah c'est bien. Question. Mais on va pouvoir enchaîner avec un autre Wadrun du coup. Bah oui, avec l'unique représentant britannique, Brandon Nathan, qui vient lui aussi en Wadrun, avec une liste là aussi très surprenante, surtout sur une partie spécifique de sa liste, puisqu'il joue un Sion of War en Warlord dans une énorme Death Star de 5 Chosen of War, la bagatelle d'un quart de la liste. 500 points perso compris. C'est ça. Ouais, après, putain, c'est 500 points, faut quand même, faut vouloir y aller dedans. C'est qui te couche, qui te c'est ah oui, par contre, alors autant on rigole parce que ouais, c'est 500 points, regardez-le avec sa grosse Testa à 500 points, la Destar elle te touche, elle te met des gifles. Oh la vache. C'est ça. Parce que bon,
on rigole, mais n'empêche que 5 Chosen of War, c'est quand même 30 points de vie, Resolve 4, Défense 4, Évasion 2. Quand ils chantent, ils sont fearless, tenaces, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Oui. Ils récupèrent Cliff plus 1, donc ils sont Cliff 2. Exactement. Et puis c'est pas des enfants de cœur, parce que si c'est eux qui tapent d'abord, bah voilà quoi. Que dire, hein. Ah bah, ils te font rentrer chez toi sans que tu passes par la case avion. Hein. C'est ça. Je pense que j'aurais dit tu retournes à la case départ sans passer par sans toucher 2000 €, mais ça fonctionne aussi. Je pense que les mecs là-bas, je pense que les régiments qui ont été touchés par ce régiment, ils n'existent plus. Par les boules, ils ont été gommés, les figurines ont été désintégrées, retournées à leurs éléments primaux. Mais donc voilà, bon, on s'amuse, mais le reste de l'île, donc il y a un Predator, lui aussi sur le cul de War, avec des Hunters, des Raptor Riders, des Slingers et un Quatl, ainsi que une Matriarch Queen avec War comme culte là aussi, la maîtrise History qui te permet de transformer tes marqueurs non chantés en marqueurs famine. Bon, là on sent quand même que c'est vraiment le dernier 5 points pour compléter la liste et être à 2000. Et enfin, dans la warband de cette matriarche, donc 3 stands de braves, une deuxième unité de 3 stands de braves et 2 apex. Donc là aussi une liste quand même très lourde, 2 apex, des Chosen of War. Voilà, bon bah là aussi résultat en 1-3, liste très lourde, avec des cartes peu nombreuses, mais par contre je suis pas d'accord avec toi. History pour moi c'est l'une des meilleures masteries de comment ça s'appelle de Wadrun. De Wadrun. J'allais revenir. Ah oui, parce que comme tu es obligé d'avoir 3 marqueurs pour chanter, oui. Ça te permet en fait de toujours chanter à 2 marqueurs et d'avoir toujours le 3e en pool. Certes. Donc en fait, tu chantes une fois toutes les 2 activations, là où normalement, sans History, tu chantes toutes les 3 activations. C'est vrai. C'est à prendre en compte. Hein. Puis c'est que 5 points. Moi, c'est 5 points que je veux bien prendre, pour le coup. C'est vrai. Mais voilà, bon, de toute façon, là aussi, résultat en 1-3. La Death Star de Chosen of War sur le papier très sympathique, dans les faits visiblement la solution pour Wadron elle se trouve pas là, en tout cas pour gérer du ou du Sorcerer King. On peut donc continuer avec la 10e liste du premier représentant de nos voisins d'Outre-Rhin, une liste Yuroni jouée par Niklas, un nom que je vais probablement prononcer très mal, mais Niklas Almlinger, excuse-moi. Là aussi 10 cartes, une Jorogumo Mao Tse, beaucoup de Pyu, puisqu'on a quand même 2 fois 2 Tengu Ayakashi, 2 fois 2 Tengu Bushi, 3 Origami Warrior dans un régiment modulaire à part, et le classico-classique, gros régiment, avec une Kitsune Bakasu Warlord qui donne le flank, dans un gros régiment donc de 3 kami, un kappa et un origami. Et petite excentricité de la part du joueur allemand, il se permet une doublette de Domaru. Domaru qui ont été un peu boudés, au demeurant par le reste des joueurs. Moi c'est étonnant, parce que je trouve que c'est vraiment une et celui-ci donc termine en 2-2. Parce que le Domaru est-il à bannir, le Domaru est-il à proscrire si vous voulez être compétitif en ironie. Et puis avec un nom de liste qui est là aussi très amusant. Hello, my name is Inigo Montoya. You killed my Kami. Prepare to die. Ouais. Et puis que dire de plus? Là aussi, on est sur du standardo standard ironie, du Pyu, une Kitsune Bakasu Warlord, une araignée, des Kami. Et la petite excentricité de sa liste, effectivement, c'est la doublette de Domaru, qui, je pense, doivent lui coûter certaines parties. Parce que je pense qu'un deuxième bloc avec des Kami et des origami, ou un peu plus de punch, aurait peut-être été mieux. Mais là, après... après, faut
Enfin, la doublette de Domaru n'est pas non plus mauvaise sur le papier. Hein. Non, mais compte tenu du reste de ce que les joueurs proposaient, notamment sur les tables du haut, je pense, je pense que le Domaru avait pas sa place, tu vois. Je pense que du Kami ou plus de Pyu peut-être aurait pu être plus utile que des Domaru, je pense. Ouais. Moi, je sais que quelque part. Ouais, j'aime beaucoup les Domaru. Même si c'est une unité qui aujourd'hui pose des problèmes quand même sur le terrain, mais oui. Bon, ça reste une unité qui est très fort. Ouais. Mais je pense que c'est compte tenu du milieu dans lequel ils se trouvaient, bah voilà, là ils n'étaient pas à leur place. Oui, peut-être qu'ils n'étaient pas à leur place pour ce milieu-là. Kios, oui. Bah du coup, ce qu'on peut faire, c'est passer à la deuxième liste Nantes, que je vais te laisser commenter parce que c'est plus toi l'expert, surtout que celle-ci est un peu très différente de la première dont on a parlé. Ouais, alors pour le coup, c'est une liste que j'ai testée quasiment et à l'identique. Parce que c'est une liste que j'avais déjà pensée. Où là, l'objectif, c'est de baser la liste autour des Boat Chosen. Donc on a un Konungir avec 2 Boat Chosen, Steel Chosen, un Siyotnar, un Vargir avec 2 packs de Fen, un pack de Goltr, un pack de Werwarg, une Volva avec 5 Raiders, enfin dans un gros pack de 5 Raiders. Pour moi, c'est une liste qui est assez classique. Si on n'est pas dans le Horn of the Bull classico-américain, on va plutôt se tourner vers les listes dans ce style. Parce que faut quand même dire que le Konungir plus double Boat Chosen, ça reste fort. Hein. Boat Chosen, c'est quand même barrage 5, ça te fait 16 tirs, dont les 1 font péter l'armure. C'est-à-dire que c'est quand même un anti gros bœuf d'armure assez fort. Alors c'est plus faible aujourd'hui parce qu'on a quand même eu une explosion du nombre d'évasions de partout. Il va 2 voire 3 hein, dans certaines armées qui rendent le Boat Chosen beaucoup moins fort, mais bon, ça reste quand même 16 attaques sur du volet 3 de flanc. Ça rigole moyen. Après, le pack de la Volva avec les Raiders, c'est un gros pack dur à sortir. On retrouve le classico Vargir Lord avec ses Fen, ses War. J'aurais peut-être pas joué autant de Fen. Je suis pas sûr qu'il en ait besoin d'autant. Le Siyotnar quasi obligatoire dans la méta. Et là où on pourrait discuter, c'est les Steel Chosen. Il y a le Shieldbeater 20 points. Je pense que c'est un peu perdu. Mais je pense que son objectif, c'est surtout de se dire, je mets mon Konungir avec eux, je charge, je me bloque. Donc je fais une marche charge, je me bloque contre une unité. Et au pire, s'il m'atomise, de toute façon, je l'atomise en mourant. Parce qu'il faut savoir que le Shieldbeater fera Konungir et les Steel Chosen vont taper en mourant, même s'ils se sont activés, et que du coup, ça va apporter 14 attaques sur du Clash 3 ou 4. Bon. Dont du Clash 3 Fleury pour les Steel Chosen. Autant dire que ça nettoie quand même si l'unité meurt. Bah, tu vois, je pense que... alors, pour rappel, Team Lucas donc, termine en 1-3. Je pense que le Konungir n'a... Alors, encore une fois, dans le contexte d'un championnat du monde, on sait que Uroni et SK vont dominer. Je pense que le choix du Konungir, c'est une erreur de construction de liste. Et c'est une faute grave à ce stade, je pense. Parce que ça lui coûte, je pense, très cher. Alors, c'est là où je te disais la dernière fois qu'on discutait. Oui et non, c'est-à-dire que le jeu, il part sur ça. Est-ce que c'est une erreur? Je sais pas. Moi, j'aime bien sa liste. C'est une liste qui marche, hein, pour le coup. Et je me suis fait pas mal de Uroni ici en France avec cette liste. Ça tourne très bien. Après, c'est sûr que face à une liste full optimisée SK feu, maintenant, je suis pas sûr que l'autre liste Nords ait fait beaucoup mieux contre du SK full feu. Hein. Je suis pas sûr que Mass il ait battu du SK. Je ne sais plus quels ont été ces différents matchs, mais il est probable qu'il n'aurait pas fait aussi bien, effectivement. Parce que je crois que lui, le seul match qu'il fait contre que Mass fait contre du Uroni, c'est une égalité. Et après, je crois qu'il a croisé OD, Wadrun et Sanka, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça. Et le deuxième Norse perd. Donc il joue contre Dwigum. Il joue contre Wadrun. Il perd contre les SK. Et il perd contre. Et il perd contre Wadrun. Il perd contre la liste à Carlos d'ailleurs, tiens. En plus. Ouais. Bon, après, je connais pas Team Lucas, je connais pas son niveau. Je peux pas dire. Je pense pas que la liste Wadrun, il devrait la perdre sur le terrain. Je saurais pas trop. Après, quand je dis que c'est une erreur de construction de liste, en fait, c'est sur le papier, effectivement, le Bow Chosen ou le Steel Chosen, c'est pas des mauvaises unités. Mais le problème, c'est que on revient à ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis Yuroni et SK. Ce sont deux factions qui appliquent de la force depuis beaucoup plus loin que les autres factions. Le Bow Chosen, enfin, je pense que dans un match contre une liste SK ou Yuroni pilotée par des gars comme Karl, comme Matthäus, dont on parlera juste après parce que c'est de sa liste après dont on va parler, par des joueurs qui ont décidé de ne jamais te donner une ligne de vue claire ou un tir sympa ou pas sans te punir derrière, les Bow Chosen ils font jamais rien. Et je pense qu'ils ont jamais l'occasion de briller. Et en ce qui concerne les Steel Chosen, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce que vient faire une unité dont le point principal de vente, c'est d'être une unité avec de la saturation Windbreaker, dans un méta où les deux plus grosses factions n'ont pas le moindre bastion ou bouclier. Ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ce choix. Pour aller chercher peut-être la saturation, parce que ça reste quand même l'un des packs qui apporte le plus d'attaques fiables au niveau saturation. Peut-être que le line breaker il s'est assis dessus, mais que d'avoir est-ce que ça reste quand même 19 attaques, hein, c'est comme des attaques hein, Ouais. en fleurie, même des Camille à Tenace et compagnie, ça commence à prendre un ou deux stands sans problème quoi. Bah je suis pas sûr justement, tu vois. Parce que pour moi, tu commences à taper dans une défense 4 qui est native puisqu'elle dépend pas, enfin, défense 3 plus 1 avec le sort de la Mao Tse. Tu vas faire 19 touches sur du 4 relançable, tu vas faire une quinzaine de touches a priori. Les deux tiers vont passer à la trappe. Tu vas avoir un Tenace 2 qui va passer par-dessus. Je pense que, et puis au-delà de ça, même si tu pars du principe que tu vas pouvoir appliquer ta saturation pleinement en faisant une charge clash par exemple, ils sont quand même que mouvement 6 et ils tankent pas si bien que ça quoi. Ah non, c'est des chips hein. Et tout le fait, c'est pour ça que je pense qu'il met le shield better. C'est vraiment en se disant j'en vois comment ça s'appelle. Alors c'est sûr que c'est presque en suicide quoi. Ouais, c'est ça, toi. C'est sûr que c'est 300 points que tu vas suicider, hein, je suis d'accord. Bah, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu le gros défaut à mes yeux. Ça et les boucles. Parce que le reste de sa liste n'est pas forcément mauvais. Je pense que le pack l'ensemble du Warrior Lord, la Warband, sa Warband est tout à fait ok, je trouve. Mais disons que d'autant plus lorsqu'il joue deux packs de Fendre, il lui manque une enclume genre des trolls, hein, bêtement, sur lesquels il y a des choses qui peuvent venir s'écraser de façon assez solidement, si j'ose dire, pour ensuite que les Fendre puissent appliquer leur pression de flanc en fait. Or là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de même d'écran sacrifiable facilement, genre 3 Raiders par exemple, qui lui permettent de prendre une charge et de se dire pas de souci, mais derrière je te prends de flanc et là par contre moi je vais pas te couper non plus. C'est là où pour moi il a fait une erreur, c'est que pour moi il doit pas partir avec un pack de 5 Raiders, mais 2 packs de 3. Ouais. Voilà. C'est l'erreur pour moi qui fait la plus grosse erreur qu'il fait. Après, bon, on pourrait discuter, on pourrait refaire le monde en refaisant toutes les listes. Voilà, je pense que pour moi l'erreur qu'il fait sur sa liste part avec une activation qui peut aller récupérer assez facilement. Mais bon, ça, voilà, ça se discute. Ça se discute. Tout à fait. Mais donc on passe ensuite, l'homme en 4-0, double champion du monde de fait de Conquest. L'année dernière en 6 States, cette année en Sorcerer King, full feu, forcément. L'homme au ratio d'or de 3-3-3.
3 Sword Dancers, 3 Flamecasters, 3 Gold, en précisant quand même que le ratio est atteint en jouant un régiment de 4 Sword Dancers parmi certains, et un des régiments de Flame, et 2 régiments de 5 Flamecasters. C'est moche. Quand t'as besoin d'un saut pour lancer TD, c'est trop. Il faut arrêter. C'est moche. Avec là, bah voilà, les petites excentricités à droite à gauche de un Dancing Scimitar sur la sorcière. Voilà, c'est les 3 touches supplémentaires, mais c'est vraiment les 3 touches de il reste un PV par là. Allez hop là, ça c'est dans ta tête ça. Allez, rentrez, couchez. Et puis bah Jadou Kavak sur le Maharaja. Hein. Que dire si ce n'est Jadou Kavak. Alors, on va pas en parler longtemps. Hein. Voilà, c'est la forme finale. C'est la liste ultime jouée par le meilleur joueur du monde, hein, parce que bon, Oui. on est champion du monde 2 fois de suite, 2 années de suite. Je pense qu'il n'y a pas trop on peut pas trop remettre en doute son talent. On pourrait argumenter que oui, mais Sorcerer King, non. À ce stade, quand tu fais un double 4-0 2 années de suite face à certains des meilleurs joueurs du monde, tu es le meilleur joueur du monde. Sorcerer Je pense King ou pas. Il y a pas trop débat. La liste elle est scalée. C'est le genre de liste qui, quand tu joues en face, toi, en amical, ça te fait vomir. Ouais, t'as pas à dire. Mais voilà, c'est tout. Enfin, GG à lui. Il vient pas pour cueillir des pâquerettes, il vient pour gagner et repartir avec son trophée. Il l'a. Donc GG, c'est tout. Et 2 années de suite, c'est lui qui décide de quel sera l'artisan series qui va nous être donné ensuite. Quel grand privilégié. C'est ça. Donc GG à lui. Et puis good luck pour l'année prochaine pour défendre sa triplette. Ouais. Avec un peu de chance, peut-être qu'on pourra aller le défier pour essayer de régler ça. Hein, mais bon, on verra. Bon, spoiler alert. Je pense pas avoir le niveau pour aller titiller un gars comme ça. Il faut. Si avec tes 7 géants, tu peux le faire, Jordan. Moi, j'ai confiance en toi. Peut-être. On passe donc au représentant Yoroni des Polonais, Kamil. Alors, je vais très certainement écorcher les noms de tous nos amis polonais jusqu'à présent, enfin, à partir de maintenant. Déjà, je ne me suis pas amusé à prononcer le nom de notre joueur censoré, donc Mateusz Podwisocki. Je suis absolument certain que ça ne se prononce pas comme ça, mais c'est pas grave. Donc, Kamil Sisla, qui est le joueur Yoroni polonais. Bon bah voilà, hein, là non plus pas de très grosse surprise. Hein, Kitsune Bakasu Warlord, Tengu Bushi, Tengu Ayakashi, une unité de Mao, des kappas. Très surprenant de voir juste 2 kappas qui traînent comme ça au milieu de tout le reste de la liste. Un Oyabun, un gros régiment, 3 kappas et un origami. Un daimyo, petite excentricité. Et le daimyo est dans le gros pack de 5 origami, un Tengu, un Kami Ayakashi, et enfin la Jorogumu Maotsu qui vient compléter donc la liste. Bon bah voilà, hein, que dire de plus, hein. C'est liste habituelle, enfin, on a quelques excentricités, mais... Le daimyo, qui est l'excentricité du coup. Oui, puis le pack de 2... comment ça s'appelle ? Les kappas Ouais, le pack de 2 kappas. Je vois celui de 3 avec un origami qui est... Voilà. Mais bon, à la rigueur, pourquoi pas, hein, ça prouve que Yoroni, quel que soit ce que tu fous, c'est fort. Quel avantage. Après le kappa, ça me surprend. Pour le coup, je suis surpris qu'on n'en ait pas plus vu. Parce que mine de rien, le kappa, ça reste quand même 7 PV par tête de pipe. C'est quand même 5 attaques relançables à Clash 3 Clivin. Ah non, mais c'est... Enfin, en fait, c'est surpris qu'on n'en ait pas plus vu. L'avantage ou le problème des Yoroni, c'est qu'aujourd'hui, tu prends lequel de leurs unités, tu la mets dans n'importe quelle faction et en fait tout le monde la joue. Et que chez les SK. Ouais, les SK à la rigueur ils diront non c'est de la merde. mais voilà, le kappa est très bon, toutes les entrées sont bonnes en fait, il y a quasiment pas d'entrée à jeter. Tu peux tout trouver une utilité. Allez, on pourrait dire effectivement, t'as les gros monstres là, les yokai, qui sont un peu en dessous. Qui sont aux abonnés absents.
Ouais. Mais et encore, franchement, c'est pas mauvais quand tu regardes les profils. Encore une fois, les gens aimeraient bien en avoir dans d'autres armées. Donc, non, non. Après, d'un autre côté, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que on sort de ce, comment dire, si on sort de l'archétypal liste Kitsune Bakasu, qui donne le flux de formation et qui, pour moi, fait quand même beaucoup de différence, Yoroni, ça reste quand même une faction qui est essentiellement du stat check. Et il n'y a pas non plus des tricks comme tu peux en avoir en Sorcerer King, où même si c'est pas dur pour eux de les mettre en place, il y a quand même une certaine réflexion de dire bah il faut que mon unité elle soit positionnée à telle distance pour pouvoir bénéficier au maximum de cette triple action. Là où Yoroni c'est juste moi appliquer gros stats dans tes petites stats, moi gros stats gagner, toi perdre. Bah, de toute façon, tu le vois, comment ça s'appelle, c'est de la stat check, pas de tricks parce que dès que tu joues face à des joueurs qui maîtrisent des tricks en face de toi, voilà, on le voit en France, Lyon a dominé tant que ça. Alors si, je crois que dans le Nord, on a gagné les derniers tournois. Je crois que Maxi Rev a été gagné par Ronnie et un tournoi à Paris, je crois. Mais nous, tu regardes tous les petits tournois qu'on a fait dans le coin, les Yoroni, ils ont jamais gagné. Alors, sans manque de respect aucun pour les gens qui ont joué Yoroni ou qui débutent avec Yoroni, je pense simplement que les gens qui jouent Yoroni en France, c'est pas des gars comme les joueurs américains ou les joueurs polonais qui enchaînent 10 games dans une soirée parce qu'ils jouent à la vitesse grand V et qu'au tour 3 ils savent si la partie est jouée ou pas et donc ils s'arrêtent. Et à plus forte raison, je vais pas m'inclure dedans, mais je pense que tu mets alors à plus forte raison parce qu'il en fait partie, mais tu vois, je pense que les Guillaume qui vont commencer à jouer Yoroni sérieusement, je pense qu'ils feront des podiums. Alors il y a le fait que les gens sont pas forcément non plus des bourrins du jeu, et d'autre part parce que je pense que les gens n'abusent pas forcément de ce qui est potentiellement très fort en Yoroni. Ils jouent ce qu'ils ont envie de jouer, C'est ça. ce qui fonctionne malgré tout très bien, parce que la faction, je pense, est quand même robuste à tout point de vue, d'un point de vue équilibre interne, ce qui est très positif. Bah, comme je disais, hein, les stats des Yoroni, c'est ouf. Bon, après, ils ont très peu d'entrées, hein, mais techniquement, sur 15 entrées dans la gamme, dont 9 sans personnage, à Kios, il y a 88% des entrées. Voilà. Logique. Après, c'est pas vraiment, je trouve, mais je suis pas surpris d'une certaine façon. Non, je suis pas étonné. C'est une faction sur laquelle tout est bon. Puisque du coup notre prochaine liste, et là c'est une liste sur laquelle moi je vais avoir beaucoup de choses à dire, puisque c'est une liste Old Dominion, et à plus forte raison c'est une liste Xiliark, jouée par Arkadiusz Tarkiewicz. Donc liste OD avec un Xiliark Warlord, avec Calamitas et une Légion imprimée Génia, donc bonus d'attaque et de cleave, bonus de tir sur le régiment dans lequel le personnage se trouve, 5 stands de prétoriens avec bannière et reliquaire profane, 5 stands de Varag avec bannière, 5 stands d'Athanati, en interrogation, 3 stands de légionnaires avec bannière, Hierodicon cultiste légionnaire avec option et bannière, 2 fois 3 stands de cariatide, un archimandrite et 3 stands de légionnaires porte-étendard. Et déjà la première chose qui moi me frappe, c'est pourquoi ces 5 stands d'Athanati. Et là, je ne comprends pas. J'ai pas de réponse à te donner. Tu sais, on en a discuté. J'ai pas de réponse. Je suis pas sûr qu'il y ait de bonnes réponses non plus. Tu voulais dire, Cyril? C'est parce que c'est trop fort. Mais 5, non. Bah, justement, non, je trouve que 5 stands d'Athanati, c'est trop. C'est 2 stands de trop. Faudrait 2 fois 3. Bah, même pas forcément 2 fois 3, mais en fait, là où je suis surpris, c'est que, en fait, d'un point de vue construction de liste, alors, dans cette configuration-là, par exemple, le Xiliark, c'est très évident d'où il va être. Les Varag arrivent trop tard pour que la suprématie du Xiliark puisse être réellement utile. Il est évident qu'on va pas le mettre dans les légionnaires. Les Athanati sont trop fragiles, donc inévitablement le Xiliark est dans les prétoriens. Et accessoirement parce que les prétoriens sont les seuls à réellement bénéficier de la Légion imprimée Génia.
Mais en fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre ces 5 stands d'Athanati, qui pour moi, même si pas de morale, même si tenace 1, ne reste finalement que 4 PV, défense 2, évasion 1 par stand. Je pense que pour ou Yoroni ou SK, tuer 4 stands d'Athanati sans jamais avoir besoin de les toucher, c'est pas dur. Clairement. Et Clairement pour moi, par extension, bah, tu as 80 points d'Athanati de trop, donc les 2 stands additionnels. Et bah, ces 80 points, ils sont mieux dépensés dans des légionnaires transformés en centaure prodromoï, par exemple, dans la Warband Luxiliarque. Peut-être une cariatide en plus. Peut-être carrément aller changer l'esprit de la liste complètement ailleurs et jouer des légers, autres que des cultistes. Parce que là, pour moi, ma lecture de la liste, c'est que bah, sa liste, au tour où il active sa suprématie, il a 3 régiments qui frappent très fort. Mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ou plutôt à ce que je disais avec toi, Jordan, un peu plus tôt, il y a quelques jours. Bah en fait, ces régiments, ils ont une portée de menace qui est extrêmement courte. Et si le joueur Yoroni ou si le joueur SK décide de ne lui donner que ce qu'ils ont envie de lui donner, dans une idée de ok, vas-y, tu peux faire ta marche charge clash, t'as le droit, mais ça va être une marche charge à 6, et même si tu l'as réussi, je vais venir te réceptionner. Et moi, à mon tour, par contre, une fois que tu auras activé toutes tes cartes et que tu m'auras donné ces éléments-là, je vais pouvoir riposter et te faire bien plus mal que tu ne pourras le faire. Ouais. Parce que les prétoriens, finalement, maximum, ils vont chercher une charge à 16, marche à 5, charge à 5 plus D6, 11, 16, après les maths. Les Varex, c'est le même calcul. Les Athanatis, c'est à peine mieux, c'est une charge à 18 maximum. Les légionnaires, ils sont inexistants dans un univers où les Sorcerer King et les Yoroni existent. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre ce choix du double cariatide par 3, dans la mesure où alors c'est très bien parce que c'est 3 tirs à 20 avec barrage plus 1 et visée, ça fait quand même 12 tirs. À voler 3, c'est armor piercing 2. Mais dans un univers où il y a Sorcerer King qui peut se tenir hors des 20 et quand même venir te tirer dessus ensuite de façon fiable, bah donc tu gagneras pas le duel de tir contre eux. Et Yoroni, bah les packs où t'as envie de tirer dessus, bah ils ont tenace 2. Et donc le peu de choses qui vont passer, les défenses du Yoroni vont être soit annulées, soit soignées. Et conclusion, tu vas tirer sur quoi? Sur le pack de Tengu, sur le pack de Kappa, bah très bien. Mais là aussi, est-ce que c'est réellement utile? Donc je suis très dubitatif vis-à-vis de la construction de la liste. D'un autre côté, quand la possibilité que je sois un des élus à Kios cette année se posait encore, la question de me dire bah en OD qu'est-ce que je joue, c'était très compliqué puisque bah aujourd'hui la faction a très très peu d'outils pour réellement gérer ces 2 match-ups que sont Yoroni et SK, qui sont inévitables de ce qu'on a dit depuis le début de cet entretien. Et il n'y a pas de très bonnes solutions. Il y a des solutions bancales au mieux. Et bah Arcadius a essayé de passer avec ça, ça n'était pas suffisant malheureusement. Malgré tout, il termine en 1-3, il ne finit pas Fanny. Mais c'est malgré tout très difficile, je pense, même avec toutes ses compétences, parce qu'il reste quand même sans doute un des meilleurs joueurs OD du monde, bah, de passer le mur en béton armé que sont SK et Yoroni. C'était sa tentative et bah, malheureusement, ça n'a pas marché. C'est ça. On peut donc passer à la liste suivante, donc le représentant singapourien, 3e et dernier Wadroon, et puis en bois du tournoi, avec un Thunder Chieftain Warlord, avec là aussi une doublette de Thunder Rider, une doublette de Warbread. Pour le coup, là par contre, je trouve que déjà cette Warband est un poil plus convaincante que celle de notre représentant espagnol. Et pour ce qui est du reste de la liste, eh bien, un Predator, monté sur un Apex, avec un double Hunting Pack et 3 stands de Slinger, et enfin une Matriarch Queen dans 6 stands de Brave. Donc là, choix très original, je trouve, pour un total de
Combien j'avais compté de cartes? 5 ici, 5 de nouveau, donc 12 cartes au total. Énorme. Mais pour moi, la liste, elle ne tient pas. Bah, on l'a vu, hein, de toute façon, elle tient pas. Alors, GG quand même à lui, parce que le mec vient de Singapour. Pour aller en Grèce, ça n'a pas dû être une partie, de plaisir. Vraiment, Donc GG à lui déjà d'avoir fait le déplacement. Et d'avoir trouvé le pognon pour le faire. ouais. Et puis voilà, après sa liste, elle tient pas. Il finit cuillère de bois. Et enfin, donc, dernière liste, celle du représentant australien, qui, vu le nom de sa liste que je ne citerai pas ici, mais il n'était pas là pour enfiler des araignées, est venu dans la plus grande délicatesse, avec une première Jorogumo Mouth, classique, jusqu'ici rien d'anormal, 2 Oni, 2 Tengu Ayakashi, et une deuxième Jorogumo Mouth, une deuxième paire d'Oni Ayakashi, une deuxième paire de Tengu Bushi, et enfin un Oyabun Warlord. Ça, c'est la grosse excentricité de la liste. Il a un yokai aussi. 4 Kami, 1 Kappa, et le Dai Yokai, le fameux Dai Yokai, donc celui qui se la joue, qui fait un mouvement à travers les régiments ennemis, avec le Sweeping Step, et qui peut faire du duel aussi. Donc Saxon qui termine en 1-3 lui aussi, si je ne dis pas de bêtises, ou en 2-2. En combien qui finit, il me semblait l'avoir noté. Saxon finit en 2-2, c'est ça, tout à fait. Donc, mine de rien, le filet de sécurité Yoroni, hein. C'est ça. Si j'ose dire. Puisque, bon, on reprend un peu rapidement les scores comme ça, mais quasiment aucun Yoroni, d'ailleurs pas quasiment, aucun Yoroni ne termine avec moins de 2 victoires. Voilà. Je relève pas parce que de toute façon, ça. Et puis, donc c'est la liste. C'est effectivement pour le coup c'est la liste originale parce que il fallait venir avec 2 araignées et un yokai. Il fallait en avoir envie quand même. C'est des grosses pièces là aussi, un peu à l'instar du Tontor. Donc. Puis le mec vient d'Australie, hein, c'est pareil. Hein. Et puis là aussi le gars vient d'Australie. C'est une jolie petite 30 en avion quoi. Le gars il était venu quand même dans l'idée de faire 30 heures d'avion aller-retour. Ça va, tranquille, facile. Ce qui nous fait clôturer sur les listes, puisqu'on a fait le tour. Et puis que dire si ce n'est que vis-à-vis des résultats, quand on regarde le top 3, Sorcerer King Nord Yoroni, et si on continue jusqu'au 8e joueur, 4e Sorcerer King, 5e, 6e, 7e Yoroni, et 8e, le premier des 200 cas, qui se dispute sa 8e place avec son homologue américain de 0,06 de différentiel au Strength of Schedule. Qu'est-ce qu'on en pense de cette de cette absolue domination, parce que ce stade, il faut parler de domination totale, des Yoroni et des Sorcerer King au niveau compétitif? Alors, moi je vous donne mon point de vue. Pour le coup, autant l'année dernière j'étais hype. Alors il y avait Kiki qui était allé, mais la méta était quand même l'année dernière très très fun, beaucoup plus stable et je pense moins dominé. Autant cette année, j'étais pas du tout hype. J'avais déjà plus ou moins prédit le top 3 des factions, sachant que je me doutais que Yoroni ou SK finirait premier, avec une petite préférence pour SK. Ça tombe bien parce que finalement je tapais pile poil dans le mille. Donc déçu globalement. Puis je trouve que l'event a été mal. L'année dernière, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de suivi même de Parabellum, plus de photos, plus de trucs, etc. Cette année, j'ai trouvé que c'était un peu faible. Donc voilà, honnêtement cette année, je suis déçu de Kios. Et c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et voilà, ça me hype pas forcément pour la suite de ce côté-là. Je partage ton sentiment sur le manque de hype. Je pense que tu as raison, il y a plusieurs éléments dus à ça. Alors je suis pas tout à fait d'accord sur la communication. Je pense que c'était à peu près au même niveau que l'année dernière.
mais je sais pas si c'est dû à des difficultés techniques ou à un vrai manque de Parabellum. C'est une discussion qu'on avait déjà eue un peu l'année dernière, je crois. Bon là, laissons ça de côté. Mais par contre, là où je te rejoins complètement, c'est qu'effectivement, d'un point de vue faction sur le podium, bah, je pense qu'on avait tous plus ou moins déjà fait un pronostic qui serait au moins bon à 2 tiers, en disant qu'au moins un Yoroni et un SK, voire plus sur le podium. Et à plus forte raison, je pense que le dernier élément qui quand même joue beaucoup, c'est le fait qu'aucun Français n'était là-bas. Même si les Espagnols et les Italiens représentaient la région, on n'a rien contre eux, mais on n'a rien pour eux non plus. Et inévitablement, alors c'est aussi un choix. Là, je parle en tant que modérateur du Discord français. On n'a pas décidé de créer de fan zone comme on avait pu le faire l'année dernière pour soutenir Kiki. Pas par volonté de ne pas soutenir nos représentants espagnols et italiens, mais parce que voilà, tout simplement, je pense que le sentiment qu'on ressent là et qu'on exprime ici, il est partagé, je pense, aussi par d'autres joueurs. On l'a vu sur le Discord, il y a des gens qui ont souligné le fait que la représentation en Source Ranking, c'était les 3 mêmes unités en boucle, voire les 4 mêmes listes en boucle, à peu de choses près. Ouais. Je pense que ce second World Event, enfin ce second Road to Kyo se termine sur une note un peu en demi-teinte, compte tenu de l'état du jeu, et compte tenu aussi du fait que mine de rien, il y a quand même 2 factions qui sont quand même aux grands abonnés absents. Oui. Personne n'a cité Eta et des Spires. Spire, je suis pas complètement surpris, dans la mesure où l'état de la faction aujourd'hui est quand même très limité. Le rework Spire, il faut qu'il arrive vite. J'ose espérer qu'il arrivera plus vite que le rework Dwegom. Je salue les joueurs de Dwegom pour votre patience, parce que je ne suis pas sûr qu'à votre place j'aurais pas déjà vendu mon armée. Et pour citer Eta, par contre, je suis alors à moitié surpris, dans la mesure où l'armée, très clairement, on a quand même bien l'impression que Parabellum est un peu en crise d'identité sur ce qu'ils veulent faire de Cité État, même si on sent qu'ils sont en train de les pousser dans une direction progressivement. D'un côté, les Thorakites, les Agema et tous les composants rapides, si j'ose dire, de l'armée sont un petit peu changés, buffés, modifiés. Les phalangites, les gros blocs d'hoplites essayent d'être ramenés un peu par Parabellum sur le devant de la scène. En même temps, on essaye de donner plus d'effet sur le stack, enfin sur la pile stratégique, sans forcément que la pile stratégique soit plus accessible. Donc, il y a très clairement là aussi autant Spire, on sent que très clairement l'armée n'a pas eu le droit à une mise à jour réelle depuis bien longtemps, et que moi qui pourtant suis le premier à défendre la faction en disant que c'est une faction qui nécessite de la compétence pour être jouée parce que le plafond est extrêmement élevé. Mais là, ouais, mais là il faut trop de compétences. Oui, mais voilà, j'allais y venir justement. On parle de skill floor et de skill ceiling, de plafond de compétences et de seuil de compétences pour que l'armée soit jouable. Là, le seuil de compétences est bien trop élevé pour obtenir des résultats que d'autres armées font juste en existant. Et ça se ressent. Je suis le premier à essayer de relativiser l'équilibrage de Parabellum, mais là, je dirais même jusqu'à dire que Spire, l'armée, elle est en détresse là. Parce que vraiment, ça nécessite trop d'efforts pour des résultats au mieux mitigés. Quant à Cité État, je pense que les joueurs là aussi savent pas trop où aller avec l'armée. Et quand il y a des options faciles comme SK et Euroni, Ouais, je pense que pour le coup, Cité État, c'est pas une histoire que la faction est pas bonne. Je pense que c'est surtout une histoire que les gens ne savent pas vers où aller avec Cité État. Parce que pour le coup, Cité État est vraiment pas une faction mauvaise. Et il y a vraiment moyen de faire des trucs sympas avec. On n'est pas du tout dans le même état que les Spire.
Non. Et je pense que c'est, comme tu dis, c'est juste une crise d'identité. Parabellum sait pas trop où aller avec. Et les joueurs le ressentent. Et du coup, bah, Inévitablement, ça se ressent. voilà. Et je pense que ça contribue de fait aussi à l'absence d'excitation vis-à-vis du championnat du monde. Ça devrait être un événement qui est fédérateur. Et cette année, autant l'année dernière, je pense que ça a été le cas. Il y avait un véritable sentiment d'engouement. Autant cette année, c'était quand même franchement aux abonnés absents. Et c'est quand même très dommage, je trouve. Je vais donner un peu les stats parce que je les ai faites du coup. Pour 2025, on a une représentation de 35% des entrées du jeu sur les 16 joueurs. En 2024, on est à 50%. Oui. Alors, 50 pour l'année dernière et 35 pour cette année. Oui, mais je voulais dire, t'étais à 50, ou bien t'es pas à 50. Ouais, 52 ou 40. Non, c'est quoi. Ouais, c'est. Donc, alors, il y a une faction de plus pour le même nombre de joueurs, donc ça peut expliquer aussi, il y a plus d'entrées, hein. C'est sûr qu'on peut pas, ça va diminuer pratiquement, mais quand on va dans les détails, on voit quand même que par faction, le taux de représentation dans les factions était là où cette année, le taux de représentation est globalement plus bas. Donc même au sein d'une même faction, la représentation est plus basse, ce qui est dommage, je trouve, pour un jeu comme Conquest qui se veut plus accessible qu'un jeu comme... Parce que ces stats-là, par exemple, chez Warhammer, chez Game Workshop, ne se choqueraient pas. Ça me choque sur un jeu comme Conquest. C'est sûr, je suis d'accord. Voilà. Je pense que là aussi, il y a aussi une question que l'équilibrage va commencer à devenir complexe. C'est ça. Plus ils vont augmenter le nombre de factions. Voilà. D'autant plus que Parabellum a sorti quand même 2 armées quasiment dos à dos. Qu'il y a les Weavers qui arrivent. Les Weavers arrivent. Donc là, j'espère, en ce qui me concerne, que Parabellum va mettre un peu un coup de frein, va se contenter sur l'année 2026, peut-être de sortir une armée en fin d'année, plutôt qu'en début d'année. Parce que je pense que si ils essayent de sortir quelque chose en début d'année, là en début 2026, je pense que Parabellum va se noyer. Il y a trop de choses qui ont besoin d'être retravaillées, plutôt, je devrais dire, dans l'immédiat. Trop de choses qui ont besoin d'être remis dans leur rang. Je pense notamment évidemment à Irony et Sorcerer King, qui sont les 2 factions qui, dans l'immédiat, le plus besoin d'être remis à l'échelle vis-à-vis du jeu. On peut même aller plus loin, c'est que il faut que d'un côté ils remontent Spire et les Dogum, et il faut que de l'autre côté ils nerfent les SK et les et les Irony. Le problème c'est que on a vu sur les 2 derniers trucs, le dernier rework c'était SK, dernière sortie d'armée c'était Irony, c'est les 2 top factions. On espère qu'ils vont pas aller vers le Power Crypt et qu'on va pas se retrouver avec un énième Game Workshop bis, parce que j'espère pas du tout de tout mon cœur, hein. Parce que clairement, si Conquest peut aller sur le chemin de Game Workshop, je l'annonce direct, Conquest ne gagnera pas le combat. Non. Très clairement. C'est pas un combat qu'ils peuvent gagner de toute façon. Ça sert à rien d'aller jouer contre eux. Je pense qu'il faut qu'ils restent sur leur côté. C'est un très très bon jeu régimentaire, sûrement le meilleur aujourd'hui, je pense, du marché, avec un aspect visuel qui est très fort et qui est vraiment dédié à eux. Et on aime ce jeu. Enfin, en tout cas, si je suis là ce soir, c'est parce qu'on aime ce jeu, hein, qu'on veut pas que le jeu coule ou périclite. Mais voilà, il faut que Parabellum surveille dans quelle direction ils veulent aller et qu'ils ne commencent pas à faire des choix marketing. S'ils veulent que leur jeu continue à vivre dans le monde du wargame aujourd'hui, qui reste quand même, faut le dire, un monde petit par rapport au nombre de joueurs. Quelle conclusion pouvons-nous en dire? Je pense que vous ne vous attachez pas trop à ce qu'on vient de dire, parce qu'ici on parlait réellement que du ultra compétitif.
Mais c'est vrai que le compétitif, c'est quelque chose qui fait vivre le jeu. Donc du coup, c'est c'est un point enfin c'est un point d'équilibre assez compliqué, je trouve, actuellement, parce on sait pas vraiment où se placer en se disant bah oui, mais c'est dommage, c'est les championnats du monde, on est un peu déçu de la hype qu'il n'y a pas eu, mais à la fois on va continuer à adorer notre jeu en fait, tout simplement. C'est ça. Je pense que Ah, c'est le bon mot. c'est le mot, oui. Oui, tout à fait. Après, voilà, comme le disait Jordan tout à l'heure, aimer le jeu, oui. Aveuglément, non. Non. Il y a des choix et des décisions que Parabellum doit prendre. D'autres qu'on espère qu'ils ne prendront pas. Mm. Comme Jordan le disait tout à l'heure, la direction du Power Creep, elle est tentante, elle existe malheureusement, et il faut espérer qu'ils ne la prennent pas. Et, et ça, bah, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, donc voilà. Aimer le jeu, oui. Dans son état actuel, c'est un peu plus difficile, même si on continue d'y jouer, même si on continue de l'aimer. Il faut espérer que c'est ça, c'était simplement une mauvaise passe et une petite erreur de trajectoire de la part de Parabellum et que c'est quelque chose qu'ils vont corriger rapidement. Mm. Je pense qu'on a tout dit. Bah, écoutez, messieurs, je vous remercie encore pour cette superbe soirée riche en enseignements et très intéressante. Très, très intéressante. Avec plaisir. Pas de souci. Merci à toi. Et bah, écoutez, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour peut-être l'analyse des waivers courts, peut-être pour des choses Avec plus grand plaisir. sympas, le débrief de la D'un rework Dwegom aussi, qui du arrive rework bientôt. Dwegom, tout à fait, qui est dans les tuyaux avec notre ami Willy. Donc on attend le reveal et je vais récolter le sel de la France. On va récolter un commando de choc. Récolte pas trop le sel de Léo quand même. Ouais, c'est ça. On sait jamais. Hein. Ça pourrait être dangereux. C'est ça. Et ben écoutez, messieurs, je vous souhaite une excellente soirée, une belle nuit. Merci. Et encore Merci beaucoup. merci à vous deux. Ciao. Avec Bonne plaisir. soirée. Ciao, ciao, ciao.